Nous ne parvenons toujours pas à trouver l'origine du signal mystérieux qui nous parvient depuis 2018. Nous le recevons toutes les 22 minutes, et rien ne peut l'expliquer. Certains scientifiques pensent même qu'il pourrait provenir d'une civilisation extraterrestre que nous n'avons pas encore rencontrée. Ce signal radio étrange n'a pas été découvert par un chercheur au cours d'une mission sérieuse. À vrai dire, il a été remarqué par un étudiant qui travaillait simplement sur un projet ordinaire dans le cadre de ses études. Tyrone O'Doherty, étudiant du premier cycle à l'université Curtin d'Australie, passait en revue d'anciennes données de la voûte australe. Il recherchait d'éventuels signaux radio intermittents lorsqu'il est finalement tombé sur un signal datant de 2018 et qui semblait émettre des ondes radio en direction de la Terre à la façon d'un phare. Enthousiasmé par sa découverte, Tyrone l'a partagé avec sa mentor, la radioastronome Natasha Hurley-Walker. Elle s'est plongée dans la recherche de ce signal, en quête d'une percée scientifique. Mais en dépit de l'examen de différentes fréquences, ils ont atteint une impasse. C'est à ce moment que Walker a décelé un certain schéma. Le signal se répétait toutes les 18 minutes. C'était énorme. Mais à l'instant où il se préparait à l'étudier plus en détail, pouf, le signal a disparu après seulement 3 mois, ne laissant aucune trace. Refusant de baisser les bras, Walker et son équipe ont à nouveau scruté le ciel, espérant y trouver un indice. Des mois ont passé, mais rien n'a été découvert. Ils étaient prêts d'abandonner, lorsque, soudain, un nouveau signal s'est manifesté. Il a continué à se répéter pendant 5 minutes. Puis, il a disparu, avant de réapparaître exactement 22 minutes plus tard. La grande question était de savoir si ce signal était lié au signal précédent de 18 minutes. Et, pour le découvrir, le Dr Hurley-Walker s'est replongé dans les anciennes données radio de cette zone. Au fur et à mesure qu'ils creusaient, ils ont réalisé qu'en effet, ces signaux n'étaient pas nouveaux. Ils avaient été émis en direction de la Terre depuis 35 ans. Des télescopes indiens et américains les avaient déjà repérés en 1988, mais ils avaient été noyés par l'afflux d'autres données. C'était une excellente nouvelle pour les astronomes, car cela signifiait qu'ils pouvaient maintenant calculer la distance qui les séparait de cet objet mystérieux. Après avoir fait le compte, ils ont constaté qu'il était incroyablement éloigné, même à l'échelle cosmique. Il se trouvait à 15 000 années-lumière de la Terre. À présent, la seule chose qu'il leur restait à découvrir était la nature précise de cet objet. Walker et son équipe ont commencé à le comparer à tous les émetteurs connus d'ondes radio. Pourtant, sa source demeurait un mystère. Les signaux continuaient d'apparaître toutes les 22 minutes sur les écrans de la NASA, se concluant toujours par le frustrant message « Aucune correspondance trouvée ». Les scientifiques l'ont baptisé JI-83910. Certains croient que ce signal pourrait provenir d'un peuple extraterrestre. Peut-être est-ce le signal que le programme SETI de recherche de formes d'intelligence attend depuis si longtemps. Ce projet opère depuis plus de 50 ans et tente d'apporter des preuves de l'existence d'une vie au-delà de notre planète. Il scrute également le ciel en quête d'ondes radio, d'impulsions laser et d'autres signaux mystérieux. Alors, peut-être est-ce une façon pour les extraterrestres de nous communiquer leur emplacement. Bien que tout cela puisse sembler excitant, nous devons nous garder d'en tirer des conclusions hâtives. Pour commencer, nous n'avons aucune preuve tangible. En l'absence de preuves concrètes, tout cela n'est que spéculation. Et puis, il existe d'autres explications plus plausibles. Le plus probable est que ce signal provienne d'un phénomène naturel, et il y a quelques théories à ce sujet. La première théorie est celle du pulsar. Imaginez une immense étoile dans l'espace, bien plus grande que notre Soleil. Parfois, ces grandes étoiles achèvent leur vie au cours d'un événement spectaculaire, appelé supernova. Quand cela se produit, le noyau de l'étoile s'effondre sur lui-même, devenant incroyablement compact, comme si vous compressiez tout le contenu de cette étoile dans un espace infime. Ce noyau minuscule et extrêmement dense est ce que l'on appelle une étoile à neutrons. Certaines de ces étoiles à neutrons sont très particulières. Nous les appelons pulsars. Ils tirent leur nom du fait qu'ils semblent pulser d'énergie, tels des phares dans l'espace. Ces pulsars possèdent des champs magnétiques incroyablement puissants, bien plus que ce que l'on trouverait sur Terre. Ils sont comme d'énormes aimants cosmiques. Et, en raison de cela, ils projettent des faisceaux d'énergie. Ils tournent également très vite, de sorte que ces faisceaux d'énergie semblent clignoter à mesure qu'ils tournent. Cela dit, l'étrange signal que l'on a détecté semble avoir quelques similitudes avec les pulsars. Mais ce n'est pas tout à fait ça.
Les pulsars ont une durée de vie généralement prévisible. Ils ralentissent au fil du temps et finissant par interrompre leurs signaux radio. En revanche, notre signal mystérieux semble assez persistant et clignote bien au-delà de l'espérance de vie attendue d'un pulsar. Peut-être que ce n'est tout simplement pas un pulsar typique, ou pas un pulsar du tout. Il y a aussi la théorie du magnétar. Un magnétar est un autre type d'étoile à neutrons. Ils sont comme des versions surchargées des pulsars, avec des champs magnétiques encore plus puissants et des périodes de pulsation légèrement plus longues. Peut-être est-ce la cause de la persistance de notre signal ? Cependant, lorsqu'on a examiné ces données, on a réalisé que le signal ne correspondait pas non plus aux pulsations d'un magnétar. Les magnétars n'émettent pas seulement des ondes radio, mais aussi de puissants rayons X car ils sont très chargés en énergie. Mais le signal que l'on a reçu ne comportait que des ondes radio. Nous avons donc déduit qu'il ne s'agissait ni d'un pulsar ni d'un magnétar. Le signal se comporte étrangement et suggère une source non naturelle. Cela signifie qu'il pourrait y avoir quelque chose dans l'univers que les scientifiques n'ont pas encore pleinement saisi. Et il y a enfin un corps spatial au sujet duquel nous ne savons pas grand-chose. La dernière théorie est celle du pulsar nain. Un pulsar nain est une étoile qui émet un clignotement régulier, similaire au pulsar, mais qui prend beaucoup plus de temps entre chaque pulsation. Habituellement, les naines blanches sont formées des restes de petites étoiles. Elles ne clignotent pas, parce que leur champ magnétique n'est pas aussi puissant que celui des pulsars. Mais quand une naine blanche devient assez lourde, atteignant presque la masse de notre Soleil, elle devient extrêmement dense et commence à pulser, en raison de son fort champ magnétique, tout comme ces derniers. Elles ont une particularité intéressante. Les naines blanches sont faites d'électrons et non de neutrons, ce qui est le cas des pulsars. Lorsque ces électrons chargés commencent à danser avec le champ magnétique, ils émettent des éclairs de lumière périodiques, qui se produisent toutes les 100 à 1000 secondes. Comme vous vous en souviendrez, notre signal a une période de 22 minutes, soit 1320 secondes. C'est un peu plus long que les pulsars nains blancs ordinaires, mais c'est ce qui semble le plus proche de la vérité. Jusqu'à présent, il semble que ce soit l'explication la plus plausible. Mais même cette théorie n'est pas encore tout à fait confirmée. Cela montre simplement combien de l'univers il nous reste encore à découvrir. Comme les sursauteurs radio rapides, ou FRB par exemple, un autre type de signal mystérieux que nous avons détecté. Ce sont comme des émissions rapides et intenses d'énergie sous la forme d'ondes radio, et ils recèlent énormément d'énergie. Les FRB sont si puissants qu'ils peuvent parfois briller plus fort que des galaxies entières. Imaginez ceci. Ils en dégagent autant en quelques millisecondes que notre Soleil en 3 jours entiers. Ces explosions se produisent partout dans le ciel et à des fréquences extrêmement élevées, bien que certaines se soient déjà produites à des fréquences plus basses. Chaque jour, nous détectons environ 10 000 FRB dans le ciel. Certains d'entre eux se répètent, mais la plupart ne se produisent qu'une fois et disparaissent à jamais. Hélas, la plupart d'entre eux ne durent qu'une fraction de seconde, et au moment où leur énergie nous atteint, elle est 1000 fois plus faible qu'un signal de téléphone portable en provenance de la Lune. C'est pourquoi, en dépit de leur luminosité, il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas à leur sujet. Nous essayons toujours de comprendre ce qui cause ces FRB. Ils pourraient provenir de différentes sources, comme des magnétars mentionnés plus tôt, d'étoiles entrant en collision, ou même de galaxies fusionnant entre elles ou de naines blanches. Alors que ces sursauts voyagent dans l'espace, ils accumulent des informations sur l'environnement cosmique qu'ils traversent, comme les nuages de gaz interstellaires. Il est cependant très peu probable que les FRB soient des messages envoyés par des entités extraterrestres. Non seulement parce qu'il y en a des milliers tous les jours, partout dans le ciel, mais aussi parce que nous savons que la source de ces explosions doit elle-même receler énormément d'énergie. Nos voisins devraient disposer d'équipements plus puissants que des galaxies entières pour cela. Mais le fait est que, bien que tous ces signaux soient fascinants, il reste encore beaucoup à apprendre à leur sujet. Des sons étranges et inhabituels sortis de nulle part se répandent dans toute notre galaxie, se répétant constamment, et nous n'avons jamais rien entendu de tel auparavant. Les scientifiques l'ont découvert en 2020 et cela ne ressemblait à aucune des autres signatures énergétiques qu'ils avaient déjà étudiées. Des signaux radio clairs et puissants se produisent de temps à autre et disparaissent mystérieusement en l'espace d'une journée. Cela ne correspond au profil d'aucun corps spatial que nous connaissions.
Le signal est un peu irritant et il disparaît de façon aléatoire. Lorsque les scientifiques ont essayé de faire correspondre le signal avec les observations d'autres télescopes, il avait disparu. Les étoiles de faible masse émettent parfois des ondes radio, mais pas ici car leur équivalence s'exprime surtout en rayons X. Les étoiles effondrées très denses comme les pulsars et les magnétars ne constituent pas non plus une explication possible. La solution la plus proche qu'ils aient trouvée est une classe mystérieuse d'objets que nous connaissons sous le nom de source radio du centre galactique, GCRT. Il s'agit d'une source radio qui brille et s'illumine rapidement. Elle se désintègre près du centre de notre galaxie et pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers. Si tu avais une voiture volante capable d'accélérer à la vitesse de 95 km/h, tu n'aurais besoin que d'1 heure pour aller dans l'espace. La Lune est un peu plus loin, 400 000 km, soit environ 10 fois la circonférence de notre planète. Cela signifie qu'un voyage sur la Lune reviendrait à faire le tour du globe 10 fois de suite, ce qui prendrait moins de 6 mois. Un voyage vers Pluton prendrait plus de 800 ans. Proxima b est la voisine semblable à la Terre la plus proche que nous ayons. C'est un petit monde rocheux qui tourne autour de l'étoile voisine la plus proche de notre Soleil. Elle tourne autour de la zone habitable de son astre, une zone suffisamment éloignée de toute autre étoile pour que les conditions y soient modérées. Ni trop froide, ni trop chaude, et pour que l'eau liquide puisse exister, du moins hypothétiquement. Si tu essayais de te rendre sur Proxima b à une vitesse de 40 200 km/h, ce qui est la vitesse des fusées lunaires Apollo, il te faudrait plus de 112 000 ans pour y arriver, et tu ne pourras peut-être pas respirer là-bas. Personne ne sait si Proxima b possède une atmosphère. Les humains explorent l'univers en permanence, mais nous ne pouvons voir qu'environ 5% de la matière qui s'y trouve, et Albert Einstein a été le premier à réaliser que l'espace vide n'est pas vraiment vide. Tout ce que nous ne pouvons pas voir est en fait composé de matière invisible, aussi appelée matière noire, combinée à une chose appelée énergie noire. Si tu essayais de verser de l'eau dans l'espace, en dehors d'un vaisseau spatial bien sûr, elle se mettrait immédiatement à bouillir ou à s'évaporer. C'est parce qu'il n'y a pas d'air ni de pression atmosphérique dans l'espace. Lorsque la pression de l'air diminue, la température à laquelle tu dois normalement faire bouillir l'eau diminue également. Cela signifie que l'eau bout beaucoup plus vite au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer par exemple. Il n'y a pas de pression atmosphérique dans l'espace. L'eau pourrait donc bouillir à une température très basse. Les scientifiques pensent qu'il y a au moins 2 milliards de galaxies dans l'espace. Nous ne connaissons pas le nombre réel et nous ne le connaîtrons probablement jamais, mais ils ont essayé de le calculer par extrapolation en comptant le nombre de galaxies que nous pouvons voir dans une zone assez petite et restreinte du ciel. On pourrait croire que l'univers est parsemé d'étoiles et de quelques planètes ici et là, mais notre galaxie natale compte au moins 100 milliards de planètes. Si tu remplis un ballon d'hélium et que tu le lâches, tu remarqueras qu'il volera très haut. Il montera dans l'atmosphère, mais n'ira pas dans l'espace. Plus il monte, plus l'air de notre atmosphère se raréfie. Ton ballon s'élèvera jusqu'au point où l'atmosphère qui l'entoure a le même poids que l'hélium qu'il contient. Cela se produira à une hauteur d'environ 32 km au-dessus de la surface terrestre. C'est donc l'altitude maximum qu'un ballon à l'hélium puisse atteindre. Nous ne savons pas vraiment quelle est la taille de l'univers, nous ne pouvons pas voir ses bords et nous ne savons même pas s'il a un bord. La technologie actuelle nous permet de voir à une distance d'environ 14 milliards d'années-lumière de notre planète. Cela signifie que nous pouvons voir environ 28 milliards d'années-lumière de diamètre, en commençant par la couche la plus externe de notre atmosphère, qui se termine à environ 960 km au-dessus de la surface de notre planète. Quoi qu'il en soit, la taille de l'univers change constamment et s'agrandit avec le temps. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, si bien que la plupart des gens pensent que c'est aussi la planète la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui détient ce titre. C'est la deuxième planète la plus proche de notre étoile centrale, environ 30 millions de kilomètres plus loin du Soleil que Mercure. Mais Mercure n'a pas d'atmosphère. Or, cette dernière agit comme une sorte de couverture chauffante qui aide à maintenir la chaleur provenant du Soleil. Vénus a une atmosphère étonnamment épaisse, environ 100 fois plus épaisse que celle de la Terre. Son atmosphère ne laisse pas sortir la chaleur, elle la conserve et rend Vénus de plus en plus chaude. De plus, elle est principalement composée de dioxyde de carbone, qui laisse librement entrer l'énergie solaire. Mais il est moins transparent et perd donc moins les radiations à grande longueur d'onde émises par la surface chaude.
La température moyenne y est d'environ 468 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre l'étain. La température maximale sur sa voisine Mercure est de 427 degrés Celsius. Dans environ 2 milliards d'années ou plus, il fera bien trop chaud pour que la vie puisse exister sur notre précieuse planète. Au fil des centaines de millions d'années à venir, notre Soleil continuera à être de plus en plus chaud et brillant. Finalement, les températures seront si élevées que nos vastes océans seront évaporés. Comme ils produisent 70% de l'oxygène dont nous avons besoin pour survivre, il n'y aura pas de vie sans eux. Tout cela signifie que notre planète deviendra tout simplement un vaste désert, un peu comme les Mars aujourd'hui. Pluton, anciennement considéré comme une planète très éloignée, est aujourd'hui requalifié de planète naine à un plus petit diamètre que la largeur des États-Unis. La plus grande distance du Maine à la Californie du Nord est d'environ 4700 km, alors que le diamètre de Pluton n'est que de 2371 km. Pluton est très loin, mais le bord de notre système solaire est 1000 fois plus éloigné que cette planète naine. Et les astronomes ont trouvé de nombreux objets spatiaux en orbite autour de notre Soleil, bien plus loin que Pluton, tels que les objets de la ceinture de Kuiper et les objets transneptuniens. Il y a aussi le nuage de comète d'Oort qui se trouve à une demi-année-lumière de Pluton, également 1000 fois plus loin. Une étoile à neutrons est vraiment très lourde. Une cuillère à café remplie du matériau de cette étoile pèserait 6 milliards de tonnes. Les étoiles à neutrons sont issues d'énormes étoiles qui n'ont plus de carburant. L'étoile en déclin explose et son noyau se désagrège, mais à cause de la gravité, il forme une étoile à neutrons extrêmement dense. Ces étoiles ont généralement une masse allant jusqu'à 3 soleils, mais leur rayon est d'environ 10 km, ce qui en fait l'un des objets les plus denses de notre univers, du moins à notre connaissance. L'univers a une couleur et il s'agit d'une sorte de beige ou latte cosmique. Il a aussi sa propre odeur qui rappelle le steak grillé ou le métal chaud. Du moins, c'est ce qu'ont dit les astronautes qui ont flotté dans l'espace. Si tu veux construire une combinaison spatiale, prépare-toi à travailler très dur. Il faut 5000 heures pour en fabriquer une, et elle te coûtera $1 million. Une très bonne combinaison aura 11 couches de matériaux et pèsera environ 50 kg. Et il faut qu'elle soit confortable. Tu auras besoin de plus d'espace à l'intérieur, car tu grandis de 5 cm dans l'espace. Quand tu flottes dans l'espace, la gravité de la Terre n'a pas d'impact sur toi. C'est pourquoi les vertèbres de ta colonne vertébrale peuvent se dilater et se détendre un peu. Ce qui signifie que tu seras peut-être 3% plus grand. Pour une personne d'1,80 m, cela représente environ 5 cm supplémentaires. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas permanent. Dès que tu redescendras sur Terre, tu retrouveras ta taille normale en quelques mois. L'espace n'est pas la meilleure option si tu veux avoir une conversation avec ton ami, car là-haut, le son ne se déplace pas du tout. Les molécules y sont si éloignées les unes des autres que les vibrations sonores ne peuvent pas les atteindre. Ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas vibrer et donc que nous ne pouvons pas les entendre. Les films ont donc raison à ce sujet. Personne ne pourrait t'entendre crier dans l'espace. Nous vivons en quelque sorte à l'intérieur de notre Soleil. Le Soleil n'est pas seulement cette grosse boule de feu située à 150 millions de kilomètres de nous. Son atmosphère extérieure est bien plus grande. Elle s'étend bien au-delà de la surface que nous pouvons voir. L'orbite de notre planète traverse son atmosphère ténue. Les rafales de vent solaire qui créent les aurores australes et boréales en sont d'ailleurs la preuve. Cela signifie que, d'une certaine manière, nous vivons à l'intérieur du Soleil. Et pas seulement nous, mais d'autres planètes aussi, y compris la lointaine Neptune. L'héliosphère, qui est ce que nous appelons l'atmosphère solaire externe, s'étend sur environ 16 milliards de kilomètres. Les jours sombres sont des phénomènes naturels mystérieux qui ne se sont produits que quelques fois dans l'histoire de l'humanité. Nous pouvons les considérer comme des éclipses ou de simples phénomènes météorologiques. Mais en réalité, ils sont très effrayants et nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle ils se produisent. Alors, que sont ces jours sombres en bout de compte ? Qu'ont-ils de si étrange ? Essayons de le découvrir. Le soleil s'est éteint. Qu'allons-nous faire ? C'est ce que les habitants de Yamal, en Sibérie, ont demandé aux météorologues le 18 septembre 1938. Le matin, au lieu d'aller au travail, ils se sont tous réunis à la station météorologique. Ils attendaient des réponses. Tout cela parce que, ce jour-ci, ils ont observé quelque chose d'inexplicable. Une éclipse qu'ils ont plus tard surnommée le jour noir. Et ni les astronomes ni les météorologues ne peuvent expliquer ce qui s'est passé à ce moment.
Voici comment l'un d'entre eux a décrit cet événement. À 8h30, nous avons remarqué une diminution de la lumière. Au même moment, la couleur des nuages a commencé à prendre une teinte jaune-brun, voire même rouge-brun. À 9h du matin, la luminosité avait radicalement changé. C'était comme regarder le monde à travers un filtre sombre. Les tons bruns des nuages se sont intensifiés. À 10h30, le ciel et la terre ne différaient pas l'un de l'autre en termes d'éclairage et de couleur. Tout semblait homogène, noir, absolument dépourvu de lumière. Plutôt effrayant, non? Et ce n'est pas tout. La ville a aussi été plongée dans un silence radio complet. Les météorologues n'ont même pas pu contacter les autorités et les résidents locaux ne parvenaient pas à capter la moindre station. Tout le monde était dans le noir, au sens propre comme au sens figuré. Les météorologues ont décidé d'essayer de lancer plusieurs fusées éclairantes. Les fusées se sont envolées dans les airs vers les lourds nuages sombres qui planaient au-dessus de la ville et ont disparu. Les nuages étaient si denses que les fusées éclairantes étaient complètement invisibles. D'un autre côté, le temps était tout à fait clément. Tout était calme. Et ce silence obscur a duré environ 1 heure. Après cela, la journée noire s'est achevée de façon aussi inattendue qu'elle avait commencé. Encore plus déconcertant, ces étranges nuages n'ont littéralement laissé aucune trace. Pas de pluie, pas de poussière, rien. Après cet événement, les chercheurs ont découvert que le jour noir s'était étendu sur 200 à 250 km à la ronde. Ils ont également appris que la bande sombre se déplaçait d'ouest en est. Après avoir traversé la partie sud de la péninsule de Yamal, elle a poursuivi sa route pendant un moment, puis a complètement disparu. Yamal n'est pas le seul endroit où ce phénomène se soit produit. En effet, des éclipses similaires se produisent dans différentes parties de la Terre depuis de nombreuses années. Comme en Nouvelle-Angleterre par exemple. Le 19 mai 1780, les gens là-bas ont été témoins d'un événement que l'on surnommerait plus tard le jour noir de la Nouvelle-Angleterre. Mais il a duré plusieurs jours et non un seul. Quelques jours avant cet événement, le ciel est devenu jaune. Et le 19 mai, en pleine journée, il est soudainement devenu noir. Voici ce que l'un des témoins, Joseph Plumb Martin, a déclaré plus tard à la presse. Il faisait très sombre. Les gens ont dû allumer des bougies dans leur maison pour vaquer à leurs occupations habituelles. La nuit était aussi inhabituellement sombre que le jour. Une odeur de suie régnait dans l'air. Les rivières voisines étaient recouvertes d'une fine couche de cendres. Lorsque la nuit elle-même est arrivée, les gens ont remarqué à travers les nuages que la lune était devenue rouge foncé. Seulement quelques jours plus tard, les gens ont enfin pu distinguer des étoiles à travers le voile de nuages. Puis, tout est soudainement revenu à la normale. Personne n'avait la moindre idée de ce qui s'était passé. 22 ans plus tard, le 2 juin 1802, une goélette du nom d'Eldorado a traversé l'océan Pacifique. Soudain, l'équipage s'est trouvé plongé dans une obscurité totale. Il n'y avait pas de tempête et l'océan était complètement calme. Mais le ciel entier était couvert de nuages noirs. Ces nuages se sont dissipés après une demi-heure et n'ont laissé aucune trace. Puis, de nouveau, 84 ans plus tard, l'une de ces vagues noires s'est produite dans le Wisconsin le 19 mars 1886. Il était 15 heures et cette fois, la vague a été très brève. Elle n'a duré que 5 à 10 minutes. Une nuit soudaine s'est abattue sur la ville. Les chevaux effrayés hennissaient et les gens terrifiés couraient partout, essayant de trouver un endroit où se cacher. Lorsque tout s'est calmé, les journaux locaux ont rapporté que la vague était passée d'ouest en est. Il n'y a pas eu d'éclipse solaire, ni de vent ou d'ouragan. Rien qui ait pu causer ces ténèbres sur la ville. Et finalement, une fois de plus, cela s'est produit le 2 décembre 1904, près de Memphis. Ou plutôt, c'est ce que la rumeur prétend, puisqu'il n'y a presque aucune preuve scientifique de cet événement. L'aube était claire et froide sur Bluff City. Les gens vaquaient à leurs tâches habituelles du vendredi matin. Puis, vers 9h, sans aucun signe précurseur, le soleil a soudainement disparu du ciel. Il n'a fallu qu'une minute pour que cette journée ensoleillée se transforme en obscurité totale. Les gens ont interrompu leur travail et les enfants dans les écoles étaient complètement terrifiés. Un manutentionnaire s'est accroché de toutes ses forces à un poteau télégraphique trop effrayé pour le lâcher. Tout le monde a commencé à allumer des lampes à pétrole. Et, comme dans les cas précédents, le temps était parfaitement calme. Cela a duré environ une demi-heure, puis s'est soudainement terminé. Un peu plus tard, faisant suite à cette éclipse mystérieuse, une violente tempête a frappé la ville. Alors, que se passe-t-il? Tous ces cas étranges peuvent sûrement être expliqués scientifiquement, non? Eh bien, à vrai dire, les scientifiques n'ont pas de réponse définitive.
Tous ces événements semblent très similaires, mais nous n'avons pas d'explication unique qui pourrait les couvrir tous. Jetons un coup d'œil à quelques théories. La première idée qui vient à l'esprit, c'est probablement une éclipse partielle ou totale. Mais ce n'est tout simplement pas le cas. Il n'y a eu aucune éclipse ces jours-ci. Et même si nous considérons cette théorie, avant toute éclipse, le ciel s'assombrit progressivement. Les éclipses elles-mêmes ne durent que quelques minutes. Certainement pas quelques heures et encore moins quelques jours. De plus, contrairement aux éclipses, ces événements semblaient extrêmement localisés dans des villes spécifiques. Peut-être s'agit-il d'un autre événement astronomique ? Certains scientifiques ont cru que pendant l'événement de Yamal, une bande de poussière cosmique avait touché la Terre. Mais plus tard, ils ont déduit qu'aucun corps astronomique ne s'était approché de notre planète ce jour-là. D'autres idées ? Les feux de forêt pourraient en être la cause. Lorsqu'une grande surface de forêt brûle en même temps, une colonne d'air peut s'élever à des hauteurs impressionnantes, de 4000 à 6000 mètres. Ces flux d'air transportent les cendres et d'autres matériaux brûlés vers différents endroits. Et comme toutes ces choses se trouvent si haut dans le ciel, elles se figent tout simplement là et se transforment en quelque chose qui s'apparente à des nuages noirs. C'était probablement le cas pour la Nouvelle-Angleterre. À cette époque, une vague de feux de forêt s'était déclarée au Canada. Ils auraient facilement pu se propager au nord des États-Unis. Et puis, il suffit d'entendre cette description. Un ciel jauni, une odeur de suie, des cendres sur l'eau. Tout semble concorder. Mais cette théorie des incendies ne fonctionne que pour l'événement survenu en Nouvelle-Angleterre. Qu'en est-il des autres cas ? Où trouverais-tu un feu de forêt au milieu de l'océan Pacifique, par exemple ? Bon, passons à autre chose. Les scientifiques ont bien tenté d'expliquer l'histoire de Memphis en avançant qu'il pourrait s'agir d'un ouragan. Mais le nuage noir a balayé la ville avant la tempête. Pas pendant ni après. Et ce n'était pas un nuage d'orage typique. C'était une nuit noire à part entière. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Les météorologues appellent ce phénomène une diminution locale de la transparence atmosphérique. Contrairement aux éclipses solaires, cette obscurité est plus dense. Elle ne couvre également qu'une petite zone. La transparence de l'atmosphère et sa capacité à laisser passer le rayonnement de la lumière. En gros, cela résume à quel point puis-je voir les objets éloignés ? Tout peut devenir sombre et flou, par exemple à cause de la poussière dans l'air, des éruptions volcaniques, du brouillard, etc. Ainsi, selon cette théorie, les jours sombres ne sont qu'une baisse extrême de la transparence de l'atmosphère. Mais cela semble tout de même étrange. Si tel était le cas, tout n'aurait-il pas dû être recouvert d'un épais brouillard ou quelque chose du genre ? Certes, il faisait très sombre. Mais quand les gens ont allumé leurs lampes, la visibilité était plutôt bonne. Rien n'obscurcissait la vue, sauf ces nuages noirs qui couvraient le ciel. En d'autres termes, ce phénomène est très difficile à expliquer. Pour autant que nous le sachions, il ne s'est produit que 5 ou 6 fois dans l'histoire de l'humanité. S'il y a eu d'autres cas, ils n'ont pas été documentés. Ce phénomène est impossible à prévoir et personne ne sait comment il fonctionne, ni où et comment il se produira la prochaine fois. Et bien qu'il existe de nombreuses hypothèses, aucune d'entre elles ne peut être vérifiée. Peut-être que si ces événements se reproduisent à l'avenir, nous pourrons mieux les étudier. Mais malheureusement, pour l'instant, les jours sombres demeurent un mystère. As-tu des théories ou des idées à ce sujet ? Si oui, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Des milliers d'étranges vaisseaux spatiaux pénètrent dans l'espace aérien de la Terre. Ils descendent sur notre planète et traversent les villes, plongeant le monde dans un chaos total. Soudain, la porte du plus grand vaisseau s'ouvre et une étrange créature en sort. Elle essaie d'imiter notre langue et dit qu'ils viennent d'une étoile lointaine, Proxima Centauri. Une telle chose pourrait se produire car des scientifiques ont récemment capté un étrange signal radio en provenance de cette étoile. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière. Cela signifie qu'un rayon de lumière qui part de cette étoile atteint la Terre en 4,2 ans. Cela correspond aussi à 270 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'étoile Proxima Centauri elle-même est trop pâle pour que nous puissions la voir à l'œil nu dans le ciel nocturne. Mais son système cache un petit secret. Envolons-nous vers elle et regardons tout ça de plus près. Voici donc cette naine rouge. Elle est 7 fois plus petite que notre Soleil et 8 fois plus légère. Proxima Centauri est 1,5 fois plus grande que Jupiter et presque 150 fois plus lourde. Mais ce que nous cherchons est un peu plus loin. C'est Proxima Centauri b, une planète semblable à la Terre. Elle n'est que 10% plus grande que la Terre et se trouve dans la zone habitable de l'étoile.
C'est la distance parfaite, ni trop loin, ni trop près. La température n'y est donc ni trop élevée, ni trop basse. L'eau, si elle existe sur cette planète, peut être à l'état liquide. Et il se peut donc que la vie y soit apparue et y ait évolué. Elle est peut-être même assez développée pour nous avoir envoyé le signal que nous avons reçu. Un signal radio, ce sont essentiellement des ondes. Elles ont une certaine fréquence et une certaine longueur. Et on peut toujours distinguer un signal artificiel d'un signal généré naturellement. Le signal que nous avons capté de Proxima Centauri b avait une fréquence de 982 MHz. La radio ordinaire que nous écoutons dans notre cuisine ou dans notre voiture capte des signaux d'environ 100 MHz. C'est pourquoi les scientifiques ont conclu que ce signal avait été créé artificiellement. De tels signaux pourraient être un moyen de communication entre les mondes développés. Et s'il s'agit vraiment d'un message d'une civilisation extraterrestre, nous devrions être capables de le décoder. Pour cela, toute civilisation doit utiliser la méthode de cryptage la plus simple. Par exemple, la Terre a déjà envoyé un signal radio dans l'espace. Il s'agissait du message d'Arecibo. Ce message est composé de 1779 bits. C'est un rectangle de 23 carrés sur 73 qui contient des informations sur notre civilisation chiffrées à l'aide d'un code binaire. En haut du rectangle, il y a le système de numération que nous utilisons. Ils sont inscrits en blanc. Cette chose violette est la clé pour lire la partie suivante du message. Les numéros atomiques des éléments comme l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le phosphore sont codés dans cette clé. Ce sont les éléments clés qui peuvent donner naissance à la vie. Si ceux qui reçoivent ce signal peuvent donner un sens au numéro et à la clé, ils peuvent lire la partie suivante du message. Ces choses vertes sont les éléments constitutifs de notre chaîne d'ADN. Et tout en bas, voici la chaîne d'ADN elle-même. Le rectangle blanc indique le nombre de paires de ces blocs de construction, et les hélices bleues montrent la forme d'une chaîne d'ADN. Ensuite, nous voyons la silhouette humaine elle-même. L'objet blanc et bleu à sa gauche est un nombre codé indiquant notre taille moyenne. L'humain est dessiné ici au-dessous de la chaîne d'ADN pour que la civilisation extraterrestre puisse comprendre à quoi nous ressemblons. Et le rectangle blanc à droite du dessin de l'humain indique la population de la Terre au moment du message. Elle était de 4,2 milliards en 1974, soit presque la moitié de la population actuelle. La partie suivante est un dessin de notre système solaire. Le grand carré jaune est le Soleil. Viennent ensuite toutes les planètes de notre système, y compris Pluton. À l'époque, elle était considérée comme une planète. La Terre est un peu décalée vers le haut pour que la civilisation extraterrestre puisse comprendre d'où vient ce message. Et le dernier dessin représente l'observatoire d'où ce message a été envoyé. Ce signal est maintenant en route vers l'amas d'étoiles M13 à 25 000 années-lumière de la Terre. Il n'arrivera donc pas avant 25 000 ans. Et il nous faudra 25 000 ans de plus avant d'obtenir une réponse, s'il y a vraiment quelqu'un de l'autre côté qui peut recevoir le signal. Si le signal de Proxima Centauri est lui aussi un message, nous aurons besoin de temps pour le décoder. Alors, allumons notre machine à calculer super puissante et attendons le résultat. Mais ce n'est pas le premier signal mystérieux que nous captons sur Terre. Des scientifiques ont enregistré un signal inhabituel appelé WOW en 1977. Ils ont supposé qu'il provenait de la constellation du Sagittaire. Le télescope a capté ce signal pendant une durée impressionnante de 72 secondes. Plus tard, l'un des scientifiques a conclu que le signal était artificiel. Il a écrit « Wow » sur la page d'impression, tout simplement sa réaction. Les observations et études suivantes ne nous ont pas permis de capter à nouveau ce signal. Selon certaines théories, il provenait d'un vaisseau spatial qui passait par là. Et comme il était reparti, nous ne pouvions plus détecter son signal. Mais le plus probable est qu'il ait été créé sur Terre. Dirigé vers le haut, il se serait réfléchi sur un objet à haute altitude, par exemple sur un avion, un satellite, ou sur des débris spatiaux en orbite autour de notre planète. Ensuite, il aurait été capté par le télescope. Et comme il avait été créé par l'homme, toutes ses caractéristiques, comme sa longueur d'onde et sa fréquence, ont pu dérouter les scientifiques. En 2017, des scientifiques ont enregistré une éruption sur Proxima Centauri. La luminosité de l'étoile a été multipliée par 1000 en seulement 10 secondes. Avant cela, il y avait eu une autre éruption, plus faible, mais qui a duré environ 2 minutes. Avec ces éruptions, Proxima Centauri a émis d'énormes quantités de radiation. S'il y avait de la vie sur la planète proche de l'étoile, ces éruptions l'auront probablement détruite. Les vents stellaires auront simplement anéanti l'atmosphère de la planète et rendu sa surface impropre à la vie. Dans l'ensemble, la planète Proxima Centauri b reçoit 60 fois plus de rayonnement à haute énergie et 400 fois plus de rayons X que la Terre. Les scientifiques ont conclu qu'il n'y a qu'une chance sur 100 millions qu'il y ait de la vie sur cette planète. Et même si nous ne savons pas encore avec certitude si le signal était artificiel ou naturel,
Le scénario d'un groupe de vaisseaux spatiaux débarquant soudain sur Terre est très probablement impossible. Notre seule méthode pour rechercher des civilisations extraterrestres est d'utiliser les ondes radio. Elles sont comme un bruit fort qui part de notre planète dans différentes directions à la vitesse de la lumière. Le principal problème ici, ce sont les distances gigantesques. Notre galaxie, la Voie lactée, a un diamètre de 100 000 années-lumière. Suppose qu'il y ait de la vie à l'autre bout. Si nous leur envoyons un signal radio, il n'atteindra pas la planète avant 100 000 ans et nous ne recevrons pas de réponse avant 200 000 ans. Ce serait la même chose si quelqu'un voulait un jour nous contacter. Nous n'avons pas appris à créer et à recevoir des signaux radio avant le 19e siècle. Si une civilisation est apparue en même temps que nous, quelque part dans la Voie lactée, et qu'elle a inventé la radio, nous ne recevrons pas son signal avant plusieurs millénaires. De plus, le bruit radio de notre planète commence à s'estomper. Nous utilisons le Bluetooth, la fibre optique, la télévision par câble. Dans environ 100 ans, nous ne serons plus audibles pour les autres mondes. Ou pire encore, imagine qu'il y ait eu quelque part une civilisation qui envoyait des signaux dans l'espace. Les signaux atteignaient notre planète, mais nous n'avions pas encore la technologie pour les capter. Puis, ce monde émetteur a évolué et son signal s'est éteint. Nous aurions pu capter des restes d'ondes radio à la dérive dans l'univers, mais nous avons installé nos antennes trop tard. Il y a environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers. Chacune d'entre elles contient des milliers de milliards d'étoiles semblables à notre Soleil. Il y a peut-être une planète près de l'une d'elles qui ressemble à la nôtre. La vie pourrait y être apparue. Cette civilisation lointaine, tout comme nous, regarde dans ses télescopes et espère capter un jour le signal radio d'une planète inconnue. Hé, réveille-toi, vite, écoute ça. C'est un signal FM de 5 secondes provenant des lunes de Jupiter. Tu cherches à tâtons ton téléphone et tu informes tes collègues. Ils s'affolent de la nouvelle et se précipitent au laboratoire. Tu es un scientifique qui travaille avec la sonde Juno, chargé d'explorer Jupiter depuis des années. Mais c'est la première fois que tu es témoin de quelque chose d'aussi inhabituel. Ganymède est la plus grande lune de Jupiter et aussi la plus grande de notre système solaire. Si ce corps spatial n'était pas en orbite autour de Jupiter, il serait classé comme une planète. Elle est même plus grande que Mercure et Pluton. Ce qui distingue cette lune des autres est le fait qu'elle possède son propre champ magnétique. Elle est née il y a environ 4,5 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle est aussi vieille que Jupiter elle-même. Ce corps spatial de la taille d'une planète met 7 jours terrestres pour tourner autour de sa propre planète. Tout le monde se rassemble au laboratoire, attendant impatiemment que tu passes l'enregistrement du signal venant de l'espace. Tes collègues se mettent au travail, essayant de trouver la source de ce son mystérieux. Environ 40% de la surface de Ganymède est sombre, avec des cratères éparpillés un peu partout, et 60% est de couleur claire. On y trouve des formations qui ont probablement été causées par une activité tectonique ou par la libération d'eau sous la surface. Les scientifiques ont réussi à découvrir une fine couche d'oxygène piégée dans l'atmosphère de cette lune. Les températures y sont extrêmement basses, entre moins 110 degrés et moins 130 degrés. On n'a pas beaucoup d'informations sur le comportement de la Lune ou sur les éléments chimiques qu'elle recèle. Certains de tes collègues essaient de recréer les mêmes conditions que celles qui existaient lorsque le son a été transmis. Pendant des heures, ils restent assis à attendre, mais rien. C'était peut-être un coup de chance. Tu arrives au poste de contrôle et tu actives la sonde spatiale Juno. Les objectifs principaux de cette mission sont d'observer la gravité de Jupiter, les champs magnétiques, l'atmosphère et l'évolution de la planète. D'ailleurs, nous avons aussi des preuves que la plus grande lune de Jupiter évolue. Comme elle est entourée d'un champ magnétique, des aurores boréales y apparaissent en permanence. Ce sont des gaz incandescents qui encerclent les pôles nord et sud de la Lune. Si la vie existait dans un tel endroit, elle se développerait probablement au fond de l'océan très salé de Ganymède. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que le Soleil était un élément crucial pour créer la vie. Mais aujourd'hui, nous savons que certains organismes vivent au fond des océans. Ceux-ci se débrouillent très bien sans lumière du Soleil. Les océans de notre planète regorgent de créatures parmi les plus bizarres, de toutes formes et de toutes tailles. Les lises de mer vivent à quelques 3000 mètres sous l'eau. Ils ont reçu ce nom parce qu'ils ressemblent à des fleurs. Sauf que ce ne sont pas des plantes, mais des animaux. Ne te laisse pas tromper par leurs tiges et leurs feuilles. Ce sont des parties de leur corps équipées de terminaisons nerveuses afin de détecter la nourriture autour d'eux. Les requins lutins font probablement partie des requins les plus étranges vivant au fond de l'océan. Ils peuvent atteindre 3,50 m de long et ont un museau très inhabituel. Maintenant, regarde la baudroie.
Elle a une boule bioluminescente sur la tête pour attirer ses proies et se diriger dans les sombres fonds marins. C'est une lampe de poche naturelle qui n'a jamais besoin de nouvelles piles. Mais seules les femelles en sont dotées. Le blobfish est un autre animal bizarre vivant au fond de l'océan. Il peuple les océans Atlantique, Pacifique et Indien à 2700 mètres de profondeur. Quoi qu'il en soit, même si tu as demandé à tout le monde de garder la nouvelle confidentielle, elle transpire dans les médias d'une façon ou d'une autre et devient un nouveau sujet brûlant. Tu reçois un appel d'une agence de presse. Ils veulent t'interviewer sur cette découverte qui pourrait prouver que la vie existe dans l'espace. Le lendemain, tu te rends à la chaîne d'information pour parler de ta découverte. Tu as tout un public en direct dans le studio qui observe chacun de tes mouvements, même lorsque tu tends la main pour attraper ton verre d'eau. L'équipe se précipite pour faire quelques vérifications de dernière minute avant que tu ne sois en direct à l'antenne. La maquilleuse fait quelques dernières retouches, l'ingénieur du son te demande de tester ton micro une fois de plus. Plusieurs des producteurs sont assis sur les sièges de devant. Des lumières vives inondent le studio. Le compte à rebours est lancé. 3, 2, 1 et... On te présente et l'animateur te demande d'expliquer ce que tu as entendu. Tu leur parles de la sonde spatiale Juno qui orbite autour de Jupiter. Après quelques questions, l'animateur aborde enfin la plus redoutée de toutes. Le son mystérieux pourrait-il provenir d'une autre civilisation? Tout le monde retient son souffle, attendant que tu répondes. Tu te figes, ne sachant pas quoi dire. Même si la pression au fond de l'océan est 1000 fois plus forte qu'à sa surface, la vie parvient à s'y développer. Les algues, qui sont considérées comme un mets délicat dans le monde océanique, ne sont pas comprises dans le menu pour les créatures des profondeurs en raison du manque de lumière solaire. Beaucoup de ces habitants des fonds marins doivent se contenter des restes qui descendent des couches supérieures de l'océan. Les températures glaciales et la pression intense ont modifié les cellules de ces créatures. Elles sont devenues plus résistantes que celles du poisson standard. Les bactéries ont développé leurs propres moyens de survie. Des études montrent qu'elles se nourrissent de certains gaz et produits chimiques comme le soufre et le dioxyde de carbone. Du méthane et de l'hydrogène sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent les unes contre les autres. Et certaines de ces bactéries se nourrissent aussi de ces gaz. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont des créatures microscopiques qui peuvent vivre et prospérer dans des conditions extrêmes. On peut en trouver dans les volcans, les glaciers et même dans le vide de l'espace. Ce qui signifie que certaines formes de vie pourraient bien exister sur Ganymède. Tu expliques cela à ton public. Puis, tu mentionnes que tu n'as pas assez d'informations pour déterminer si c'est une autre civilisation ou un phénomène naturel qui a produit ce son. Cela ne veut pas dire que le fond des océans glacés de Ganymède ne regorge pas de ses propres créatures bizarres et étranges. On y trouve peut-être des bêtes légendaires comme le kraken ou le léviathan. Ou des poissons luisants bizarres avec 2 têtes, des tentacules et une grande nageoire. Ou des crabes géants. Les bactéries qui s'y trouvent pourraient être aussi variées que les nôtres. Les plantes, si elles existent, doivent être assez fortes pour survivre aux températures négatives. Les animaux pourraient être aussi grands que nos baleines bleues ou aussi petits que le plancton. Après l'interview, tu retournes au laboratoire pour examiner les enregistrements une fois de plus. En rentrant chez toi, tu vois des affiches de toi avec des titres comme « Ne sommes-nous pas seuls ?» Tu es devenu une célébrité. De nombreux passants prennent des photos de toi, plusieurs agences t'ont contacté pour d'autres interviews. Certains magazines scientifiques veulent même te mettre en couverture en tant que personnalité de l'année. Chaque fois que tu vas au travail, tu attends que le son se produise à nouveau, mais rien. Tu envoies un signal depuis la sonde Juno pour essayer d'établir une sorte de contact avec ce qui a produit le son. Rien. Cette nuit-là, tu t'endors une fois de plus sur ton bureau. Une idée fulgurante te réveille au milieu de la nuit. Il y a peut-être quelque chose qui t'a échappé. Tu refais tes calculs et tu réalises que la réponse était sous tes yeux depuis le début. Ce n'est pas une autre civilisation qui a produit ce son, mais des électrons. Chaque planète produit son propre son. Il est créé lorsque les particules chargées du vent solaire et de la magnétosphère de la planète interagissent les unes avec les autres. C'est ce qui s'est passé sur Ganymède. Les électrons de son champ magnétique, où la sonde spatiale a capté le signal, agissaient de façon plus étrange que d'habitude. Et cela a amplifié certaines fréquences irrégulières. Tu es très embarrassé et tu passes le reste de la nuit à passer des appels et à annoncer la nouvelle à ton équipe. L'agence qui t'a interviewé publie une déclaration. Ils expliquent qu'en réalité, aucune civilisation extraterrestre n'est en train d'essayer de nous contacter. Tu t'assieds à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Tu
est assis à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Europa est une autre des lunes de Jupiter qui pourrait abriter la vie. Elle est composée d'un noyau de fer, d'un manteau et d'un océan salé qui fait 2 fois le volume de tous les océans de la Terre. Et tout comme Ganymède, l'océan se trouve sous une couche d'eau glacée. Les scientifiques affirment qu'il pourrait même y avoir des volcans actifs et que des bactéries résistantes pourraient y vivre. Avec suffisamment d'eau, certains composés chimiques et une source d'énergie, Europa pourrait abriter la vie. Mais il est peu probable que nous y trouvions autre chose que de minuscules microbes. Personne ne t'entendra crier dans l'espace, ou quelque chose comme ça. Nous avons tous entendu cette phrase qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai, l'espace est en grande partie constitué d'un gigantesque néant. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, il y en a beaucoup. Et certains d'entre eux pourraient même te faire frissonner. Nous allons nous pencher sur les sons les plus effrayants de l'espace. Tout d'abord, comment les bruits cosmiques sont-ils enregistrés ? Le son n'est que la vibration de molécules. Lorsque tu cries, les molécules se poussent furieusement les unes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent l'oreille de la personne en face de toi. Ces vibrations sont alors transmises au cerveau et nous les reconnaissons comme quelque chose dont il nous faut parfois nous excuser. Pour entendre quelque chose, nous avons donc besoin des molécules. Et c'est là que ça se complique. Il n'y en a pas dans l'espace. L'univers est presque entièrement constitué de vide. Oui, de vide absolu. Cependant, les magiciens de la NASA parviennent tout de même à enregistrer les sons de l'espace. Comment font-ils ? Eh bien, il existe certains types d'ondes qui n'ont rien à voir avec les molécules. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les percevoir sans certains appareils. Parmi ces ondes, il y a par exemple les ondes radio. Nous avons besoin d'une radio ou d'un appareil de ce type pour les reconnaître. Et c'est exactement ce que font les satellites de la NASA. Ils captent des ondes radio. Grâce à eux, nous pouvons connaître le bruit que font les corps cosmiques. Ces satellites enregistrent une multitude d'ondes, la fluctuation des plasmas, les champs magnétiques et d'autres choses. Les scientifiques de la NASA transforment ensuite tout cela en pistes sonores ordinaires. Et certaines de ces choses font un bruit assez effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons par exemple notre champ magnétique. Il entoure notre planète comme un bouclier invisible, nous protégeant de toutes sortes de nuisances comme les radiations ou les vents solaires. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, mais aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont recueilli des ondes magnétiques enregistrées par le satellite Swarm de l'ESA. Ils les ont ensuite converties en pistes audio et ont obtenu un résultat assez effrayant. En vérité, ça ressemble plutôt au bruit d'une effroyable créature nocturne. Et si tu as en tête la carte du champ magnétique terrestre, tu auras l'impression qu'une araignée rôde dans les parages. Brrr! Et ce n'est pas le seul son étrange que nous avons capté sur Terre. Récemment, nous avons capté un autre signal radio en provenance de l'espace. Les scientifiques ont découvert qu'il provenait d'un endroit très éloigné, à des milliards d'années-lumière de nous. Ces salves ne durent généralement pas plus de quelques millisecondes, mais celle-ci était exceptionnelle. Elle a duré environ 3 secondes, soit des milliers de fois plus longtemps que d'habitude. En même temps, le signal était très précis, à tel point que les scientifiques l'ont même comparé à un battement de cœur. Les scientifiques pensent que ce signal est causé par des pulsars ou des étoiles à neutrons. Autrefois, Nikola Tesla a capté quelque chose de similaire. Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les pulsars. Tesla était donc persuadé d'avoir capté le message de créatures extraterrestres. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins fascinante. Passons maintenant de la Terre à la Lune. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 10, la navette qui a effectué le dernier vol d'essai vers la Lune, ont survolé sa surface. Ils ont alors capté d'étranges signaux provenant de la face cachée de notre satellite. Nous ne voyons jamais cette face car la Lune est en état de verrouillage gravitationnel. Le son était si étrange que les astronautes ne savaient pas s'ils devaient le signaler à la NASA. Ils craignaient de ne pas être pris au sérieux, voire de ne pas être autorisés à participer aux prochaines missions spatiales. Voici à quoi cela ressemblait. Selon la NASA, il ne s'agit pas du tout d'une étrange musique extraterrestre. Il s'agit peut-être simplement d'ondes radio qui se sont modifiées les unes les autres en raison de leur proximité. Mais les astronautes qui l'ont entendu pour la première fois ont quand même eu un peu peur. Et qu'en est-il des autres planètes ?
Il y a 40 ans, des scientifiques ont exploré la surface de Vénus. Ils y ont envoyé une dizaine de sondes pour y enregistrer des sons et des images. Nous savons maintenant quel genre de bruit émet Vénus, qui pourrait facilement nous détruire si nous nous en approchions. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de la planète la plus dangereuse du système solaire. Hélas, Vénus est encore plus toxique que les trolls qui sévissent sur Twitter. Et ces sondes n'ont pas fait long feu. Elles sont rapidement tombées en panne après leur arrivée. Ensuite, nous avons Jupiter. Ce géant de l'espace, qui est 11 fois plus grand que la Terre, est absolument terrifiant. Une des sondes de la NASA, Juno, tourne autour de Jupiter toutes les quelques semaines. Elle se déplace à une vitesse phénoménale, à 209 214 km/h. Un jour, Juno a enregistré l'un des signaux invisibles les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Les violents vents solaires venaient d'entrer en conflit avec le champ magnétique de Jupiter. Cela fit un énorme boom cosmique. Le son original a duré 2 heures, mais il a été réduit à quelques secondes. En fait, cela ressemble assez au bruit d'une vague qui se brise sur un rocher. Mais rien de cela n'est comparable à l'horreur venue de l'une des petites lunes de Jupiter, Ganymède. En 2021, la sonde spatiale Galileo l'a survolée. Au cours de son vol, elle a capté quelque chose d'assez étrange. Ces bruits sont des radiations de satellites. On dirait un peu le bruit d'une jungle ou celui de milliers de chauves-souris qui attendent de te surprendre en pleine nuit. Passons maintenant à Saturne. Ce signal a été capté par la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens, lancée dans l'espace en 1997. En passant devant Saturne, Cassini a enregistré un son assez effrayant. Ces cris tout droit sortis de l'enfer ne sont que de simples ondes radio. Et ce n'est pas très différent de ce qu'émettent les aurores boréales sur Terre. Un peu plus tard, Cassini a capté un autre signal, le bruit des éclairs et des orages sur Saturne. Ces sons sont assez intéressants. On dirait un peu des pop-corns qui éclatent ou un compteur Geiger, n'est-ce pas? Mais c'est simplement parce que ces éclairs sont extrêmement rapides. Nous allons maintenant sortir du système solaire. La célèbre sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 et continue de nous envoyer des données 40 ans après son décollage. En 2012, elle a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. C'est alors que Voyager 1 a enregistré des ondes de plasma. L'enregistrement original a duré 7 mois. Mais les scientifiques ont eu pitié de nous et l'ont réduite à 12 secondes. Ce n'est pas vraiment sinistre, mais ce n'est pas très rassurant non plus. Et bien qu'il semble que rien ne puisse surpasser les horreurs de Saturne, nous allons maintenant examiner l'un des objets les plus effrayants de l'univers, un trou noir. Ce son a été enregistré par le télescope spatial Chandra. En étudiant un amas de galaxies dans la constellation de Persée, on a découvert quelque chose d'étrange. Les mouvements ondulatoires au centre de l'amas. Ils s'étendent dans toutes les directions comme des cercles sur l'eau. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène était dû à un trou noir supermassif. Or, les trous noirs ne dévorent pas toujours entièrement les objets spatiaux. Parfois, ils les recrachent. Cela entraîne des vibrations gazeuses que l'on peut convertir en bandes sonores. Ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de chacune de ces ondes dure environ 10 millions d'années. Cet enregistrement est donc très accéléré. Les scientifiques ont réduit le délai entre les oscillations environ 144 quadrillions de fois. Et voilà ce que ça donne. C'est probablement le son le plus sinistre de notre liste. Il n'est ni très puissant ni très violent. Il a plutôt quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voici donc les sons spatiaux les plus effrayants captés par la NASA. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux ne sont que des ondes radio. Mais il est toujours amusant de se faire peur de temps en temps. Sur la Lune, le fer est conservé dans un état impeccable, car il n'y a pas d'oxygène. Il ne peut tout simplement pas y rouiller. Mais il y a quelques semaines à peine, les scientifiques ont fait une découverte inattendue. Dans les régions supérieures de notre satellite, le fer est oxydé et il rouille. Au début, cette découverte a laissé des astronomes perplexes. La présence de rouille pourrait signifier que les gens peuvent respirer au moins dans certaines régions de la Lune. Mais ensuite, l'explication a fait surface.
l'oxygène aurait pu atteindre la roche sans vie depuis notre propre planète. En l'absence d'atmosphère, les vents solaires balaient la Lune sans relâche, et rien ne peut les arrêter. Ces éruptions pourraient aspirer un peu d'oxygène des couches supérieures de l'atmosphère terrestre et l'acheminer jusqu'à la Lune. Les molécules s'immobilisent alors aux points les plus élevés de la surface de la Lune. Cela expliquerait pourquoi les métaux ne s'oxydent pas dans les ravins et surtout sous la surface du satellite. Tant que nous sommes sur ce sujet, on a longtemps cru que la Lune s'était formée à la suite d'un énorme impact avec la Terre. Un corps céleste de la taille de Mars aurait pu s'enfoncer dans notre planète et faire éclater une partie de sa croûte. Les débris résultants se sont alors rassemblés en une boule serrée qui est devenue plus tard notre Lune. Mais il y a une question qui dérange les scientifiques. La croûte terrestre est pauvre en métaux. Alors comment se fait-il que la Lune contienne autant de minerais ? Les dernières recherches écartent la théorie principale, si bien qu'en 2020, nous ne savons toujours rien de l'existence de notre plus proche voisin. Il y a cependant des nouvelles. Les astronomes du MIT ont enregistré un signal répétitif à 500 millions d'années-lumière de distance. Ces signaux sont appelés sursauts radio rapides ou FRB, Fast Radio Burst, et il s'agit généralement d'événements singuliers. Personne ne sait quelles sont leurs sources, mais il peut s'agir de supernovas ou de sursauts d'énergie provenant de quasars. Cette répétition est cependant assez effrayante, car elle est régulière. Pendant 4 jours, les équipements radio captent des signaux en permanence, puis ils s'arrêtent brusquement. Mais après 12 jours, le même schéma recommence. 4 jours de sursauts radio constants et 12 autres jours de silence. Les astronomes ont réussi à localiser le signal comme provenant d'une galaxie située à un demi-milliard d'années-lumière de nous. Mais on ne sait toujours pas ce qui en est la cause. Il peut s'agir d'un quasar en rotation ou d'un trou noir supermassif, mais une technologie extraterrestre n'est pas exclue non plus. En parlant de cela, il pourrait y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre dans la seule galaxie de la Voie lactée. Les dernières données ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 peut avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Et pas n'importe quelle planète. Elle a un noyau et une surface rocheuse, et sa taille est comparable à celle de la Terre. En se trouvant dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de devenir l'habitat d'êtres vivants, de microbes au moins. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut dire sans risque qu'au moins une d'entre elles est non seulement habitable, mais déjà habitée. Et maintenant, multiplie cela par le nombre de galaxies dans l'univers, en considérant également que nombre d'entre elles sont beaucoup plus grandes que la Voie lactée. Cela nous donne des milliards et des milliards d'étoiles semblables au Soleil et de planètes semblables à la Terre. Et certaines d'entre elles y sont sûrement plus semblables que d'autres. Une de ces planètes est peut-être plus proche que tu ne le penses. Vénus, la sœur maléfique de la Terre, pourrait abriter une vie microscopique. Même si sa surface est aussi chaude qu'une fournaise et arrosée par les pluies acides des nuages de dioxyde de carbone, il pourrait y avoir quelque chose de vivant dans son atmosphère. Les scientifiques ont récemment relevé des traces d'un gaz appelé phosphine qui peut être produit par des micro-organismes. En très petite quantité, il pourrait apparaître par des moyens non organiques. Mais les télescopes ont trouvé beaucoup plus de ce gaz. Cette découverte a été une énorme surprise, car on pensait que Vénus était trop inhospitalière pour toute forme de vie. Mais aujourd'hui, elle pourrait devenir la toute première planète, en dehors de la Terre, à abriter des êtres vivants. Les microbes qui produisent la phosphine vivent probablement dans les nuages acides et ils n'ont pas besoin d'oxygène pour survivre. Un autre monde prometteur a été soudainement découvert en fouillant les données d'un vieux télescope spatial. En 2018, les astronomes ont analysé les informations reçues du télescope Kepler et, comme d'habitude, ont écarté les pièces qu'ils ne jugeaient pas pertinentes. Mais 2 ans plus tard, en fouillant dans ces vieilles données, les scientifiques ont remarqué qu'un objet avait été mal identifié. Il s'agissait d'une exoplanète située à 300 années-lumière de la Terre et tellement semblable à celle-ci qu'elle était presque un double de notre planète mère. Kepler 1649c n'est que 6% plus grande que la Terre et est probablement constituée des mêmes minéraux. Elle reçoit également de son étoile environ autant de lumière et d'énergie que nous en recevons du Soleil. Le seul problème pour l'instant est que l'étoile pourrait s'emballer trop souvent, ce qui rendrait la surface de la planète trop chaude et brûlerait son atmosphère. Pourtant, nous n'en avons pas encore la preuve et nous pourrions avoir une planète potentiellement habitable assez proche de chez nous. AU microscopie, ou AUMIC en abrégé, est en fait le berceau d'un nouveau système stellaire qui pourrait être observé directement.
Il est très proche, à seulement 32 années-lumière, et l'étoile est très jeune, environ 150 fois plus jeune que notre Soleil. À l'échelle cosmique, elle est comme un nouveau-né, et tu peux encore voir un nuage de débris tourbillonnant autour d'elle depuis sa naissance. Mais les curiosités ne s'arrêtent pas là. La NASA a ajouté une affiche mettant en scène Aumik dans sa série Galaxie des horreurs, en raison de la planète qui tourne autour de l'étoile. Aumik B est si proche de son Soleil qu'elle fait un tour complet autour de lui en seulement 8,5 jours. Étant si jeune, l'étoile fait souvent des caprices, ce qui entraîne d'horribles doses de rayonnement solaire qui prennent d'assaut la pauvre planète. Comme tu peux le deviner, aucune vie n'est possible dans de telles conditions. Néanmoins, les scientifiques sont heureux d'avoir trouvé ce système, car il permet de comprendre comment les étoiles et les systèmes stellaires se forment. Revenons à la Terre. Les changements climatiques auxquels nous assistons font très probablement partie d'un cycle naturel. Des chercheurs de l'Université de Californie, Santa Cruz, ont mis au point un schéma des variations climatiques de notre planète et elles ressemblent à des saisons extrêmement longues. Parfois, ces états peuvent durer des millions d'années et ils sont tous liés à la position de la Terre par rapport au Soleil. Les saisons ont été baptisées Ice House, Cool House, Warm House et Hot House en raison des températures dominantes. Par exemple, depuis 3 millions d'années, notre planète est dans un état d'Ice House, glaciaire, puisque la dernière période glaciaire ne remonte pas assez loin. Mais les actions de l'humanité, qui s'ajoutent à l'effet de serre, ont fait passer l'état climatique à l'état de Warm House bien plus rapidement qu'il ne l'aurait fait sans nous. Bientôt, la température globale de la Terre atteindra des valeurs tropicales, ce que la planète n'a pas vu depuis plus de 50 millions d'années. Quelle époque pour être en vie! L'eau sur Terre est en fait un puzzle enveloppé de mystères et rempli d'énigmes. La théorie la plus populaire est qu'elle a été apportée sur notre planète par des comètes et des astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux non seulement de puissants cratères, mais aussi la substance liquide grâce à laquelle nous pouvons maintenant prospérer. Mais il y a maintenant une nouvelle avancée qui suggère un autre scénario. Dans l'espace, il y a beaucoup de matière organique, et dans certaines conditions, elle pourrait produire tellement d'eau qu'elle suffirait à remplir 1000 fois nos océans. Les chercheurs ont mené une expérience au cours de laquelle ils ont chauffé cette matière organique et obtenu de l'eau claire et du pétrole. Si cela est confirmé dans de futures études, cela pourrait signifier que même le pétrole est apparu sur Terre, non seulement grâce à des restes fossilisés d'êtres vivants, mais aussi en provenance de l'espace. Tu te souviens de l'énorme astéroïde qui a conduit à l'extinction des dinosaures? Eh bien, je n'étais pas là à l'époque, mais les scientifiques disent que cela pourrait être causé par quelque chose d'entièrement différent. Au moins une extinction massive a probablement été le résultat de l'explosion d'une supernova très loin de notre planète. Une explosion d'étoiles aussi puissante que tu peux l'imaginer a un jour éclairé la Terre plus que le Soleil, et rapidement, ces rayons UV et cosmiques ont atteint la couche d'ozone de notre planète. Comme ils l'ont fait, la couverture protectrice de la planète a été brûlée, et tout ce qui se trouvait en dessous en a subi les conséquences. Il a fallu des centaines de milliers d'années à la Terre pour se remettre de cet assaut. Et si cela se reproduit, ce qui pourrait arriver, nous ne pourrons pas survivre. Heureusement, l'événement le plus proche est l'explosion de Bételgeuse, et cette étoile est bien trop éloignée de nous pour faire de sérieux dégâts.